Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans la catégorie écriture dans laquelle nous allons parler d'un sujet qui m'est souvent demandé et depuis des années, le point de vue narratif dans un roman. Cette vidéo va être coupée en deux parties, encore une fois, car en une seule, ce sera beaucoup trop long puisque je prévois entre 1h30 et 1h45 en tout. Donc j'espère pouvoir faire 2 fois 45 minutes à peu près avec ce format. Et on va avoir une première partie plus théorique, avec plus de définitions, de concepts généraux, de grands principes. Et une deuxième partie qui, elle, sera beaucoup plus concrète et technique, avec des textes à l'appui, où on va pouvoir regarder donc des exemples très concrets, notamment 2 textes personnels, 2 anciens romans, sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour vous expliquer quel choix vous pouvez faire et dans quel contexte. Mais je n'en dis pas trop pour le moment, on y reviendra dans l'épisode 38. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je prends juste quelques secondes pour me présenter afin que les nouveaux sur la chaîne sachent quand même qui je suis. Donc je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, vous allez trouver des vidéos relatives à l'écriture et à l'édition et je parle régulièrement de sujets techniques et administratifs afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Je vous remercie par avance de bien vouloir laisser un pouce en l'air, un commentaire, de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne en pensant à activer la cloche afin d'être prévenu quand une nouvelle vidéo est mise en ligne, et ceci pour m'aider au bon référencement et au développement de l'activité. Sans plus attendre, j'entre dans le vif du sujet. Donc pour vous parler du point de vue narratif, un aspect essentiel de la mise en scène de votre roman, en sachant que je vais commencer par un petit préambule dans lequel je vais vous redonner quelques notions de fond et notamment vous proposer, si vous ne l'avez pas encore fait, de d'abord regarder l'épisode des 6 piliers. Les 6 piliers de l'écriture d'un roman, qui est un épisode assez ancien, qui a bien 6 ou 7 ans maintenant. Il développait donc 6 grandes parties à l'intérieur, dont la mise en scène faisait partie. Et dans la mise en scène, on trouvait le point de vue narratif. Donc c'est une sous-catégorie d'une partie de cet épisode, et je pense que si vous ne l'avez pas vu, vous avez tout intérêt à découvrir le contexte général autour de l'écriture avant de rentrer dans cet épisode-là qui lui est beaucoup plus détaillé. Et puis si vous l'avez vu à l'époque, il y a 6 ou 7 ans justement, c'est toujours l'occasion de vous rafraîchir un peu les idées. Je précise aussi, à titre de préambule, que le point de vue narratif, vous allez voir que j'utilise plusieurs termes pour le qualifier durant cette vidéo, puisqu'on l'appelle aussi perspective narrative ou focalisation. Donc ne vous étonnez pas quand je passe d'un terme à un autre. Grosso modo, c'est la même chose, même s'il y a des petites nuances. Simplement, c'est pour éviter de toujours répéter la même expression. Et vous trouverez donc, de manière alternative, ces 2 autres façons de présenter les choses. Ce point de vue narratif, il correspond au cadre qui est fixé pour raconter l'histoire, c'est-à-dire le cadre au sens cinématographique du terme, ce que voit la caméra ou ce qu'elle n'est pas en capacité de voir parce que l'action est hors champ. Donc je vais souvent avoir des métaphores cinématographiques au cours de mes explications parce qu'il y a un parallèle direct dans la mise en scène entre ce que fait un réalisateur quand il choisit son cadre et ce que vous, en tant qu'auteur, vous allez faire en choisissant votre point de vue narratif. Ce point de vue narratif, c'est donc un choix pour vous de ce que vous voulez montrer ou pas à votre lecteur, cacher, transmettre en fonction de vos intentions. Vous n'allez pas le choisir comme ça par hasard. Il va évidemment découler des objectifs de votre récit, de ce que vous avez prévu dans votre plan, etc. Et c'est pour ça que je vous renvoie en préambule à l'épisode des 6 piliers, parce que même s'ils sont tous bien séparés, dans des phases de préparation différentes, bien évidemment, ils sont tous reliés entre eux. C'est-à-dire qu'on ne décide pas comme ça d'un coup de chapeau de ce qu'on va mettre dans son point de vue narratif en jetant une pièce en l'air. Il y a une logique de raccordement avec les autres éléments, donc les autres piliers. Et c'est pour ça que je vais beaucoup insister là-dessus, notamment dans le 2e épisode, c'est-à-dire celui où je vais vous montrer dans les textes pourquoi tel choix à tel endroit. Ce n'est pas juste une question de préférence personnelle, c'est-à-dire qu'on a tous un goût, vous allez le voir, une préférence pour plutôt tel ou tel point de vue, mais dans certains cas, ce n'est pas adapté et je vais bien sûr vous expliquer pourquoi. Alors je commence par une notion qui est très importante parce que la plupart des auteurs mais aussi des lecteurs ont un petit peu de confusion dans ce domaine-là quand ils y réfléchissent au tout début, pour leur premier roman notamment, et pour les lecteurs parce qu'ils ne se posent pas toujours la question.
Ce point, c'est que l'auteur n'est pas le narrateur. Alors je fais abstraction bien sûr de tout ce qui est autobiographie, autofiction et genre littéraire du même type, puisque là, l'auteur et le narrateur peuvent se confondre. Mais dans le cas d'un roman, l'auteur n'est pas le narrateur, et ce concept de narrateur est en fait une couche de séparation que l'auteur met en place pour bien être différencié et s'éloigner du lecteur avec un intermédiaire au milieu qui va lui servir de voix. Donc ça, c'est une première distinction qui est très importante. Beaucoup de lecteurs ne comprennent pas du tout cette distinction. Pour eux, c'est l'auteur qui parle directement et ça crée évidemment beaucoup de confusion, notamment dans certains genres littéraires, on va dire un peu polémique, quel que soit le sujet abordé. J'ai un exemple personnel vécu il y a quelques années, en 2015, à la sortie de Max, qui était mon 1, 2, 3, 4, 5, 6e roman, qui est un thriller fantastique particulièrement violent, à la fois sur le plan physique mais aussi émotionnel. Et à la sortie de ce livre, dans les jours après sa parution, j'ai rapidement reçu un commentaire d'un lecteur qui, je pense, était un peu fragile psychologiquement, qui s'est répandu, mais vraiment répandu, dans un très très gros paragraphe très en colère. Il était particulièrement violent dans ses termes, où il m'a traité de tous les noms. Et notamment, ça m'a marqué de pornographe, parce que Max, qui est j'en parlerai dans l'épisode suivant, vous verrez que je vais m'appuyer dessus, dans la scène d'ouverture de Max, puisque Max est conçu autour d'une série de crimes, et le premier crime du chapitre d'ouverture, donc tout de suite, le premier chapitre, est une scène de viol. Donc forcément, une scène assez violente, mécaniquement. Et donc me faire traiter d'adepte du porno et je ne sais quoi dans le cadre de cette scène était un peu étrange. Et j'ai tenté de raisonner la personne à l'époque, d'en discuter avec elle, mais manifestement, dans sa tête, l'auteur et le narrateur étaient une seule chose. Et j'ai laissé tomber cette conversation qui n'a mené nulle part. Donc même si ça peut sembler évident pour la plupart d'entre vous et que moi à l'époque je ne m'étais pas posé la question, je ne pensais pas que les gens pouvaient se tromper à ce point, je le redis ici, dans un roman, l'auteur et le narrateur sont deux entités totalement distinctes. Encore une fois, si on fait abstraction de l'autofiction qui est un genre bien particulier. Donc auteur et narrateur sont différents et il faut bien comprendre que l'auteur, certes, écrit l'histoire, mais il crée un narrateur pour que celui-ci prenne en charge le récit. L'histoire et le récit sont deux choses totalement différentes. Si je vous prends un exemple assez connu comme une scène de crime, vous avez tous vu ça certainement dans un film policier ou un thriller, un truc équivalent. Quand il y a une scène de crime et qu'on a une scène de procès derrière, pour laquelle procureur, défense, témoin, juge, etc., parlent de la même histoire, l'histoire est identique, les faits ont eu lieu, on ne peut pas les réécrire, ils se sont produits à telle heure, de telle façon, etc. Et pourtant, chacun a son récit. Le procureur a son récit, la défense a son récit, le juge, bon, ça dépend du type de système judiciaire, mais peut avoir son récit. Les témoins vont chacun venir avec une variation du récit, et les jurés, si c'est un procès aux assises, les jurés vont chacun reconstituer dans leur tête un récit mental bien particulier, qui peut vraiment être très différent de celui de leur voisin. Donc l'histoire n'est pas le récit, l'auteur n'est pas le narrateur. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ça va vous éviter, à la fois en tant que lecteur, mais là surtout en tant qu'auteur, beaucoup de confusion par la suite. Le récit, en fait, c'est la manière d'organiser et de présenter les éléments de l'histoire. Qu'est-ce que vous montrez? Qu'est-ce que vous cachez? Sur quoi vous mettez l'accent? Sur quoi vous faites éventuellement des ellipses? C'est pour ça qu'on a 1 milliard de récits différents sur la Seconde Guerre mondiale. L'histoire a eu lieu, les faits se sont produits, et pourtant, vous avez des tonnes de récits différents autour de cette période, parce que l'angle, l'angle d'attaque n'est pas le même. Certains vont se concentrer sur les militaires, d'autres sur les camps de concentration, d'autres sur les victimes, d'autres sur les procès qui vont en découler, certains vont regarder la résistance, etc., etc. Donc chaque récit va être unique pour une histoire qui est finalement la même à la base. Et cette distinction est très importante à avoir en tête.
Il peut y avoir un ou plusieurs narrateurs dans le même récit, voire dans un même chapitre, et ça c'est exactement ce que je vais vous illustrer dans l'épisode 38, quand on rentrera dans des cas concrets qu'on va étudier. Là, dans cette vidéo, je vais partir du postulat le plus simple, qui est un seul narrateur pour tout le récit, pour éviter de complexifier inutilement les grandes notions de base. Donc ne vous étonnez pas si je dis la narration ou le narrateur, je suis bien consciente que dans certains romans on en a 32, ce n'est pas un problème, on y reviendra. Alors je vais parler maintenant du statut du narrateur, parce que pour qu'il y ait point de vue narratif, il faut bien sûr qu'on ait un narrateur. Et ce narrateur, la première question que vous devez vous poser, c'est d'une part qui il est et quel est son statut, puisqu'on a deux grandes possibilités qui s'offrent à nous et qui vont conditionner pas mal de choses derrière, à la fois des obligations et des impossibilités. Donc ces deux possibilités de narrateur, ce sont le narrateur personnage et le narrateur anonyme. Je vais commencer par le personnage qui comporte plusieurs variantes, là où l'anonyme est anonyme et je ne vais pas avoir besoin de passer beaucoup de temps dessus. Donc ce narrateur personnage, il est acteur du récit, d'une façon ou d'une autre, c'est-à-dire qu'il est concerné par le récit, il est dedans, à plusieurs titres possibles, soit c'est le héros, le cas de figure le plus simple, j'ai envie de dire le plus classique, qu'il parle à la première ou à la troisième personne, ça on va y revenir après, c'est autre chose. Mais il peut être le héros, tout simplement, c'est lui qu'on voit le plus, ou faire partie des héros du livre, s'il y a des héros secondaires à côté. Ensuite, vous avez le témoin impliqué, c'est-à-dire qu'il est dans l'histoire, mais il est là plutôt à titre de, donc il porte bien son nom, à titre de témoin, c'est-à-dire qu'il va relater ce qu'il voit et ce qu'il se passe autour de lui. De temps en temps, il peut participer à l'action, mais c'est un rôle plus mineur. L'exemple le plus connu qui normalement parle à tout le monde, c'est le docteur Watson dans les aventures de Sherlock Holmes, qui est à la fois l'ami, le confident et le témoin du détective, qui raconte les choses à sa manière certes, et avec un regard un petit peu particulier, à propos du héros principal qui est Sherlock Holmes dans la majorité des aventures où on le retrouve. Il y a des exceptions, mais majoritairement c'est comme ça que c'est construit. Et enfin, vous avez le cas du conteur, ou de la conteuse en l'occurrence, puisque l'exemple qui vient tout de suite en tête, c'est Scheherazade dans Les Mille et Une Nuits, qui est dans le récit qu'on découvre en fait en tant que narratrice de premier niveau, mais qui rapidement cède la place au récit qu'elle raconte elle-même, et elle devient juste conteuse, parce que les récits dont elle parle, Aladdin, Ali Baba, etc., tout ça, elle n'est pas dedans. Et elle raconte une histoire dans laquelle il se passe des choses à quelqu'un, et c'est ce récit-là que l'auteur nous restitue avec son point de vue narratif. Donc c'est important de comprendre la distinction. Elle reste actrice du récit dans le sens où ce n'est pas l'auteur qui parle, c'est bien une narratrice, mais elle n'est pas à l'intérieur dans l'action, elle ne vit pas les aventures qui sont présentées. Donc ça, ce sont les trois grandes facettes possibles du narrateur-personnage que vous allez retrouver dans tout un tas de romans. Il n'y a pas de genre particulier, ça marche à peu près pour tous les courants littéraires également. En deuxième, ou plutôt en second, puisqu'on n'en a que deux, vous avez donc le narrateur anonyme qui, lui, est une voix non incarnée, c'est-à-dire que l'auteur ajoute sa fameuse couche de séparation dont je parlais juste avant, donc ce n'est pas lui qui s'exprime, c'est son narrateur, mais son narrateur, on ne sait même pas si c'est un homme, une femme, un enfant, on n'en a pas idée, c'est un narrateur anonyme qui est juste une voix extérieure au récit et qui va le relater avec plusieurs points de vue possibles, vous allez le voir, mais sans avoir aucune implication personnelle à l'intérieur. Donc vraiment retenez cette notion de non incarné, c'est assez important pour la suite. Cette distinction entre narrateur personnage et narrateur anonyme, elle est très importante parce qu'elle va notamment conditionner le degré de confiance spontanée du lecteur vis-à-vis de la narration. Il faut bien comprendre que quand vous avez un narrateur anonyme, par défaut, dans 99% des cas, il est présupposé fiable et honnête et le lecteur ne se pose pas de questions. Ce qu'il lit, ce qu'il vit, c'est la réalité. Ça ne veut pas dire que ça l'est nécessairement. Attention, vous allez le voir plus loin. Bien évidemment, l'auteur peut s'amuser avec ça et tendre des pièges de telle ou telle manière à son lecteur. Mais la réaction première du lecteur face à un narrateur anonyme, c'est de faire confiance. Et c'est cette réaction spontanée qui lui permet aussi d'accepter l'inacceptable. Si vous avez un roman dans lequel il y a de la magie, des dragons, des petits hommes verts qui courent sur la planète ou qui attaquent de Mars ou ce que vous voulez, et que le lecteur l'accepte, c'est parce que
il rentre dans un état, alors que ça c'est Coleridge, qui était un poète et théoricien anglais, qui l'avait justement théorisé en l'appelant la suspension consentie de la crédulité. Si je ne dis pas de bêtises, il va falloir que je vérifie ce que je vous dis. J'ai un doute sur l'expression. L'idée, c'est simplement que quand on est dans un univers littéraire qui, en réalité, ne pourrait pas fonctionner, parce que dedans, il y a des impossibilités techniques, comme la magie, hein, si on prend cet exemple, le lecteur accepte temporairement, pendant sa lecture, de laisser plus ou moins son cerveau rationnel au vestiaire, parce qu'autrement, la lecture serait insupportable, il ne pourrait pas adhérer. Et en faisant cet exercice, il place toute sa confiance entre les mains de la narration, en acceptant ce que la narration va lui dire comme vrai. Et donc, quand le narrateur est anonyme, vu qu'on a une couche supplémentaire, il n'y a pas de personnage auquel se raccrocher directement, on est tenté naturellement de se dire que tout ce qui est écrit est vrai. Ça ne l'est pas forcément, encore une fois, mais c'est une présupposition. À l'inverse, quand le narrateur est personnage, alors il peut être tout à fait honnête, hein, je ne dis pas que ce n'est pas forcément... Enfin, il y a des cas où il va l'être, des cas où il ne le sera pas. Et en fait, c'est au lecteur d'aller le distinguer. Potentiellement, il est non fiable et incertain. Parce qu'il est humain, donc imparfait, comme tout humain. Il a des limitations, à la fois intellectuelles, mentales, émotionnelles, etc. Et vous pouvez vous retrouver avec un narrateur-personnage qui est fou, menteur, paranoïaque, total mythomane, qui perd la mémoire, qui a Alzheimer, tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il dit, en tant que narrateur, est sujet à caution. Et normalement, le lecteur doit le savoir et faire la part des choses par rapport à un narrateur qui est anonyme. À partir de là, on va pouvoir rentrer dans les principes généraux des points de vue narratifs, en ayant toujours quelque part au fond de la tête cette notion anonyme-personnage. On va y revenir, vous allez comprendre pourquoi juste après. Une fois qu'on connaît le statut du narrateur, l'idée c'est de se poser la question quelle est sa perspective, d'où est-ce qu'il parle et quel est son angle de communication des informations, puisqu'on en a plusieurs possibles et qu'évidemment en fonction de la technique choisie, on ne va pas du tout obtenir le même résultat, le même ressenti pour le lecteur. Pour présenter ces points de vue, il existe tout un tas d'écoles de pensée différentes qui varient notamment en fonction des pays et des traditions littéraires. Moi, ce que je vais faire ici, c'est m'appuyer sur la méthode moderne française qui a été théorisée par Gérard Genette, que vous connaissez sans le connaître probablement parce qu'on ne vous a pas forcément dit son nom quand vous étiez ou au collège ou au lycée. Et c'est l'un des inventeurs de la narratologie et c'est globalement sa théorie qui est enseignée dans le secondaire depuis maintenant la fin des années 60 pour expliquer donc la narration, comment elle fonctionne, etc. Et c'est pour cette raison que quand je vais commencer à vous donner les noms des points de vue narratifs, au fond de votre tête, quelque part, vous allez vous dire « Ah mais oui, ça me rappelle un vague truc ». Alors, si vous avez fait des études de lettres après le secondaire, il est probable que vous avez creusé le sujet en allant beaucoup plus loin dans l'étude de Gérard Genette, et puis d'autres également, puisqu'il n'est pas seul. Mais si vous avez choisi une autre voie et qu'après le lycée, après la première même, et la dernière année de français, vous êtes parti vers d'autres voies, il est probable que vous ne connaissez ni son nom, ni sa théorie précise, même si vous avez déjà des notions de base. Le résumé de la théorie de Genette peut être présenté de la façon suivante. La focalisation désigne le mode d'accès au monde présenté dans le récit, selon que cet accès est ou n'est pas limité à un point de vue particulier. Cette notion de limitation va avoir beaucoup d'importance derrière, donc retenez bien cette phrase, je la relis une seconde fois. La focalisation désigne le mode d'accès au monde présenté dans le récit, selon que cet accès est ou n'est pas limité par un point de vue particulier. Chaque type de point de vue a des avantages et des inconvénients et donc un usage qui va varier, un intérêt d'usage qui va varier en fonction, comme je le disais tout à l'heure, de l'intention que vous avez dans votre récit. Et encore plus au sein d'un chapitre, puisqu'évidemment un récit n'est pas forcément linéaire, il y a des chapitres qui vont avoir besoin de certaines choses par rapport à d'autres. Ça, j'y reviendrai surtout dans l'épisode 38 dans un deuxième temps. Donc vous allez choisir votre point de vue en fonction de vos objectifs de récit ou de chapitre. Et ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, attention, tous ne sont pas compatibles avec les deux statuts du narrateur. Vous avez en particulier un point de vue qui est totalement incompatible avec l'un des deux. Donc je vais un petit peu appuyer là-dessus quand on va y arriver, parce que si vous faites cette erreur-là, en mélangeant un point de vue narratif et un narrateur incompatible entre eux,
vous allez créer une forme d'incompatibilité de perspective et ça va empêcher le lecteur d'entrer pleinement dans votre récit parce qu'au fond de sa tête, même s'il n'est pas capable de le théoriser, il va être conscient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a une impossibilité technique dans votre narration. Donc ça, faites attention quand on va arriver dessus. Je vous rassure par avance, tout ce que je vais vous expliquer là maintenant va être résumé à la fin de cet épisode dans un tableau récapitulatif où je vais remettre les choses dans des cases pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre des notes ou de mettre en pause toutes les 20 secondes pour essayer de retenir tel ou tel point. Dans le tableau, vous aurez l'essentiel qui va être résumé. Donc je pars de la théorie de Genette qui propose une répartition de ces points de vue narratifs en 3 grandes catégories. Je reprécise ici aussi que je ne rentre pas dans tous les détails de son travail qui est extrêmement complexe, qui a donné lieu à toute une série de livres entre la fin des années 60 et les années 90. La théorie va très très loin. C'est un sujet pour les initiés, on va dire les gens qui veulent vraiment creuser la chose. Mais là, pour ceux qui parmi vous connaîtraient Genette et son travail, ne me jetez pas de pierre en me disant que ce n'est pas assez précis, c'est volontaire. Le but c'est de donner des explications utiles pour tout le monde et notamment pour les débutants. Je commence avec le point de vue omniscient qui est celui que généralement les gens connaissent le plus ou au moins dont le nom a le plus marqué les esprits. Ce point de vue, on l'appelle aussi point de vue zéro et parfois point de vue de Dieu, je vais y revenir après. Et c'est un point de vue, si on reprend la métaphore de la caméra, qui est vraiment comme une caméra en l'air, qui est vraiment, je fais le geste au-dessus de la tête, je ne sais pas si vous voyez ma main, une caméra qui a donc un cadre en dessous qui est complet et absolu, c'est-à-dire qu'elle voit tout, elle sait tout, à la fois dans le passé, le présent et l'avenir, rien ne lui échappe. D'où l'expression point de vue de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est dans les têtes, dans les faits, dans les actions, elle est partout. Et donc le narrateur, avec cette caméra, avec ce point de vue omniscient, il sait tout, sans être impliqué en tant que personnage, de fait, puisque c'est un point de vue quasi divin. C'est Dieu au-dessus de nous. Donc il n'est pas impliqué en tant que personnage, ce qui veut dire qu'il a nécessairement le statut anonyme. C'est le premier cas de figure où le point de vue n'est pas compatible avec l'un des deux systèmes de narration. Vous ne pouvez pas avoir un point de vue omniscient avec un narrateur personnage. Ça ne marche pas ensemble. Et si vous faites ça, vous êtes dans ce que j'appelais l'incompatibilité technique de la narration. C'est-à-dire que le lecteur n'y croira pas une seconde. Si Roger, personnage de votre roman, est au courant de tout ce qu'il y a dans la tête de sa mère, de sa sœur, de son voisin, de son crémier, de son patron, de ses collègues, hein, alors à moins que vous soyez, je tempère mon propos, si vous êtes dans un cadre, on va dire fantasy ou fantastique, ou plutôt paranormal, avec des éléments qui peuvent expliquer certaines choses, ok, pourquoi pas. En dehors de ça, ce n'est pas possible dans du roman réaliste, hein, tout simplement, qui se déroule dans la vraie vie. Vous ne pouvez pas avoir un personnage qui est avec le statut de narrateur et en même temps qu'il soit en capacité de tout savoir de tout à propos de tout le monde et de tout ce qui se déroule autour de lui. Donc faites attention à ça. Si vous choisissez le point de vue omniscient, vous partez de facto sur un statut anonyme. Cette focalisation omnisciente, elle est donc d'ensemble, c'est-à-dire qu'elle est capable de tout voir, comme je vous le disais, elle est toujours à la troisième personne et elle est par nature subjective. Chaque fois qu'elle entre dans la tête de quelqu'un, elle devient subjective, elle ne peut pas être objective par nature. Le narrateur ici dispose de toutes les informations qu'il souhaite de façon exhaustive. Alors, exhaustive ne veut pas dire évidemment que vous êtes forcé, vous, en tant qu'auteur, de lui faire dire tout ce qu'il y a à dire, autrement ce serait probablement barbant, et je vais y revenir après, mais à tout moment vous pouvez aller piocher dans une banque de données qui est inépuisable, qui n'a aucune limite. Donc je vous donne là quelques exemples, ça va comporter des faits, des dates, les sentiments et les pensées des personnages comme je vous le disais, toutes leurs interactions, leurs désirs, et tout ça à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. C'est très important de l'avoir en tête, parce qu'avec un point de vue omniscient, vous allez notamment pouvoir très vite expliquer des points du passé et vous projeter avec le lecteur dans un avenir, qu'il soit proche ou lointain d'ailleurs. Vous faites ce que vous voulez, c'est un bac à sable géant où il n'y a pas de limitation. Donc avec cette focalisation, le lecteur mécaniquement en sait plus que les personnages, individuellement ou collectivement. Il en sait forcément plus puisqu'il a accès à toute cette banque de données infinie que la narration est en capacité de lui procurer. L'avantage principal, bien évidemment, c'est de pouvoir résumer et présenter facilement des choses qui sont
complexe et beaucoup trop longue à expliquer avec d'autres types de points de vue. Je prends souvent l'exemple du roman historique parce que par nature, alors ça dépend du roman historique, si vous rentrez dans un roman avec une action en plein milieu d'un fait historique complexe, je prends souvent le cas de la Révolution française, qui n'est pas un événement. La Révolution française, c'est pas le 14 juillet, c'est tout un ensemble d'événements, toute une histoire beaucoup plus longue avant et après. Et si vous entrez dans un roman où l'auteur a besoin de parler uniquement de la terreur, par exemple, donc juste la période des grands procès et des passages rapides à la guillotine, ça va être quand même important pour lui de pouvoir facilement résumer tout ce qu'il s'est passé avant. Donc la pré-révolution, la révolution elle-même et tout le contexte, qu'il soit politique, social, sociétal, les interactions des personnages entre eux, éventuellement le parcours de figures historiques réelles qui seraient insérées dans le récit, et on a besoin de comprendre d'où vient, je prends l'exemple de Robespierre, Danton, Marat, etc. Tout ça, si vous n'êtes pas en point de vue omniscient, ça va être quand même assez compliqué à expliquer parce que ça va prendre beaucoup plus de pages, tout simplement. Il va falloir je ne sais combien de chapitres pour s'en sortir. Là où le point de vue omniscient peut facilement poser sa caméra en accéléré au-dessus d'une période qui va s'étendre par exemple de 1780 à 88 quand ça commence à chauffer sérieusement et résumer tout ça en quelques paragraphes. Donc le roman historique est un bon exemple d'usage du point de vue omniscient en début de livre à titre d'ouverture pour expliquer où on va et entrer ensuite dans le récit à proprement parler. Il y a d'autres cas où il peut être utile, ce sont tous les romans qui contiennent des parties, alors que je mets entre guillemets, que j'appelle techniques, par exemple avec des notions assez pointues qui vont être scientifiques, mathématiques, géographiques, tout ce qui termine en hic de façon générale, c'est-à-dire où il faut donner au lecteur une somme de connaissances en préambule pour qu'il puisse comprendre la suite. Par exemple, si vous avez un roman policier où d'emblée vous avez une scène à la morgue, ou enfin en médecine légale par exemple, où il faut que le lecteur connaisse les bases du travail d'un médecin légiste, vous pouvez tout à fait utiliser un autre point de vue, c'est pas un problème, mais le point de vue omniscient va éventuellement vous permettre de rappeler en 3 paragraphes comment se déroule la procédure d'une autopsie. Je prends cet exemple-là parce que c'est technique, parce que si on vit ça non pas en omniscient, mais du point de vue d'un personnage, on va être limité par ses capacités à comprendre ce qu'il voit. Or là, l'auteur veut que vous sachiez comment marche une autopsie. Très bien, donc point de vue omniscient. C'est un exemple, ça marche bien pour les romans policiers, pour les thrillers, pour la SF, où on a souvent des connaissances nécessaires en astronomie, en mécanique, j'ai envie de dire, tout ce qui va toucher les fusées, enfin les engins de façon générale dans l'espace, tout ce qui va être alors des connaissances mathématiques pointues pour comprendre la vitesse de la lumière, ce genre de choses. En SF, ça dépend évidemment du type de SF qu'on considère, mais c'est pratique aussi d'avoir le point de vue omniscient dans certains cas, parce qu'autrement, on rame pour s'en sortir et ça prend des chapitres et des chapitres. Donc, en résumé, le point de vue omniscient permet de transmettre des connaissances utiles avant d'entrer dans le récit et de s'attaquer à la réalité de l'histoire. C'est un point de vue que je vais qualifier de pratique, en mettant des guillemets, parce qu'on peut vite tomber dans le contrepoint de ce côté pratique, vous allez le voir juste après. Il demande moins d'efforts, donc c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. Donc, on va voir ce qu'il en est exactement. Mais effectivement, en narration pure, vous avez moins à tortiller et à trouver des espèces de solutions inventives pour faire passer des messages et des informations. Et donc, à l'opposé de ce côté pratique, on a le côté paresseux qui peut ressortir très facilement dans un roman en point de vue omniscient parce que l'auteur peut devenir peu inventif. Donc devenir flemmard, se dire qu'en claquant des doigts, il peut facilement transmettre les informations qu'il veut au lecteur quand ça lui chante. Et donc c'est un point de vue qui vous pousse à rester dans une certaine zone de confort, à devenir paresseux et à ne pas essayer de trouver des solutions de contournement, ce qui est parfois préférable. Donc il faut le manipuler en faisant attention et en sachant qu'on risque de manquer de subtilité et qu'on va se priver aussi de manipuler le lecteur intelligemment. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc ce manque de subtilité, il faut le garder sous contrôle et utiliser finement le point de vue omniscient sans trop en dire et sans faire des tartines et sans se sentir obligé de raconter tout ce qu'on sait.
Encore une fois, je reprends l'exemple de la Révolution française. Si on est dans un roman qui se déroule pendant la Terreur, on n'a pas besoin forcément de connaître toute la condition paysanne dans les 10 années qui ont précédé, dans le détail avec ce qu'ils plantaient dans leurs champs. Je prends vraiment cet exemple extrême. Ça peut être intéressant de parler du fait qu'ils étaient pauvres, malheureux et qu'ils avaient faim, évidemment, mais on n'a pas l'obligation d'étaler toute la culture autour de cette période. Il faut savoir aussi choisir ses combats et les éléments du récit qu'on veut faire ressortir. Encore une fois, je le redis, l'histoire n'est pas le récit. Le récit, c'est avant tout de savoir faire des choix, éliminer les éléments dont on n'a pas besoin, conserver ceux qui sont pertinents pour servir l'histoire. C'est une expression que vous m'avez souvent entendu utiliser de mémoire dans l'épisode des 6 piliers. Votre boulot, c'est de servir l'histoire avec un récit qui est orchestré autour des éléments dont vous avez besoin, dont le lecteur a besoin derrière. Ce point de vue omniscient, vous allez pouvoir mieux comprendre ses limites et ses intérêts en le comparant avec les autres points de vue derrière, une fois que vous aurez une vision d'ensemble sur tout ce qu'il est possible d'utiliser. Donc je passe directement au point de vue externe, qui est ce que je pourrais appeler l'antithèse du point de vue omniscient, dans le sens où le point de vue omniscient savait tout, là où là maintenant le point de vue externe, lui, il en sait très peu. En tout cas, il va en donner très peu au lecteur et c'est ça qui est intéressant. Donc là, vous avez une caméra qui est placée complètement en dehors du récit. Elle est vraiment à l'extérieur. Elle peut être statique ou mobile, hein, ce n'est pas un problème. Ça va dépendre de l'action. Donc ça peut être un plan fixe qui ne bouge pas si l'action ne bouge pas et mobile si l'action se déplace, façon travelling, si on reprend la métaphore du cinéma. Dans les deux cas, l'important c'est qu'elle soit extérieure et qu'elle garde toujours le même cadre sur l'action. Elle n'est pas impliquée dans le récit. Ça, c'est le premier point essentiel que vous devez à tout prix garder en tête si vous n'avez pas l'habitude de ce point de vue, que vous ne le connaissez pas. Cette caméra, c'est un témoin, c'est un œil extérieur. Elle est juste là pour voir et entendre et avec certaines limites, je vais y revenir. En aucun cas, elle ne s'implique dans le récit. Et ça, gardez-le vraiment précieusement en tête pour comprendre ce qu'on va voir juste après. Généralement, dans ce cas-là, logiquement, le statut du narrateur est anonyme, dans 95% des cas. C'est le statut le plus cohérent avec ce type de point de vue, mais à la différence du point de vue omniscient qui n'était pas compatible avec le statut personnage, là c'est possible si votre personnage est cohérent avec le point de vue externe. Je m'explique. Si vous avez un personnage qui est médicamenté, qui est donc complètement stone, parce qu'il a pris une tonne de chimie et qu'il est là, immobile, il bouge plus. S'il a des problèmes psychiques graves, s'il a eu un accident, s'il est avec une pathologie quelle qu'elle soit, qu'il a reçu un choc sur la tête ou un choc psychique, parce que il vient de vivre quelque chose d'absolument horrifique et qu'il est là bloqué devant une scène, il peut tout à fait, ça peut s'expliquer qu'il prenne un point de vue externe non impliqué, bien qu'il soit un personnage dans le récit. Il va falloir le justifier par contre. C'est-à-dire que si vous avez, je reprends l'exemple de Roger, je ne sais pas qui est Roger, mais on va estimer qu'il est dans un livre. Roger assiste à une scène et Roger est quelqu'un de tout à fait normal, qui a des points de vue surtout dans la vie, qui parle, qui n'est pas sous médicament, quoi que ce soit. Il voit une scène et il n'a rien à en dire. Là, ça va être plus compliqué à expliquer. C'est-à-dire qu'un point de vue externe pour un narrateur, personnage tout à fait normal, sans circonstances extérieures, vous risquez d'avoir des lecteurs qui vont se plaindre derrière en disant que tout ça est peu crédible. Donc attention, c'est pour ça que vous rencontrerez peu ce cas de figure. Le narrateur personnage peut adopter un point de vue externe quand il regarde une scène si ses propres circonstances justifient qu'il soit avec ce point de vue. Donc ce point de vue non impliqué. J'insiste lourdement dessus parce que vous allez voir qu'il y a des confusions chez la plupart des auteurs entre l'externe et un autre point de vue et ça part souvent d'une mauvaise compréhension de ce qu'est l'externe fondamentalement. Donc là, la narration ne donne pas son avis. Elle n'interprète rien, ni les actions, ni les pensées, ni les sentiments des personnages. Elle n'a pas à s'exprimer sur le sujet. Elle est là, elle capte les éléments, ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, et c'est son boulot de base. Elle ne fait rien d'autre. Vraiment, retenez ça pour ne pas vous tromper, même quand vous lisez un livre et que vous voyez qu'il y a une ligne dans laquelle il y a un début de commencement de psychologie de personnage affirmé. Ce n'est pas de la narration externe, c'est impossible. Le point de vue externe n'est absolument pas dans cette logique-là. Encore une fois, il n'est pas impliqué. C'est pour ça qu'il est toujours à la troisième personne et qu'il va vous donner les informations de façon factuelle. Des faits et des faits.
Évidemment, il ne communique que ce qui entre dans son cadre visuel et sonore, en sachant que c'est comme pour une caméra. La caméra, elle a vraiment son cadre dans lequel vous voyez, et puis en dehors, vous ne voyez rien. Pour le sonore, pour peu qu'elle ait un micro un petit peu performant, elle peut aller choper l'information un peu plus loin. Mais il faut que ça reste raisonnable. En aucun cas, le point de vue externe n'est capable de vous dire qu'il y a un bruit de je ne sais quoi à 50 km. Ça n'a pas de sens. Ou alors c'est l'explosion du siècle. Mais pour une narration normale, il faut que le bruit soit à proximité. Donc ça fonctionne si le bruit se produit dans la pièce d'à côté ou dans la rue, éventuellement en bas d'un immeuble s'il y a un accident, mais pas à l'autre bout de la ville. Ce n'est pas du point de vue externe, ce n'est pas possible. Elle ne transmet pas la psychologie des personnages, donc en aucun cas, elle ne peut affirmer ce que les gens pensent ou ressentent, même si par contre elle peut faire des suppositions. Suppositions avec beaucoup de précautions à l'écrit, c'est-à-dire que vous allez utiliser des verbes comme sembler, paraître, avoir l'air ou ce genre de choses, parce que en aucun cas on ne peut affirmer que Roger, toujours lui, est en colère, parce qu'il a fait une grimace. Il fait une grimace parce qu'il a peut-être mal quelque part. Il peut être en colère, c'est possible. Mais il a peut-être mal, il a peut-être peur, il a peut-être une angoisse existentielle. Il peut y avoir plein de raisons qui expliquent qu'il fasse une grimace. En aucun cas, la narration ne peut se permettre d'affirmer que Roger fait une grimace parce qu'il a peur ou qu'il est en colère. Donc il va falloir être très vigilant sur le vocabulaire. Et là, on rentre dans le domaine de la plume. Le 6e pilier, pour revenir toujours à mon sujet de base, la plume va devoir refléter évidemment ce que le point de vue narratif choisi va déterminer. Donc il faudra être très 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 vigilant et éviter toutes les formes d'affirmation dès qu'on parle de choses qui ne sont pas factuelles. Donc ce sont les faits avant tout, mais je le précise parce que beaucoup de gens, quand je leur en parle, me disent « Ah bah oui, mais ça doit être une narration ultra... où on n'est pas impliqué en tant que lecteur, donc ultra froide, pas agréable, et puis où on n'a aucune émotion. C'est-à-dire qu'on rigole pas, on pleure pas, on fait rien. » Je peux tout de suite vous dire que c'est faux, je vais y revenir plus loin en vous donnant un exemple, mais évidemment ça va dépendre des éléments captés par la caméra. C'est ce point de vue externe, la mise en valeur par excellence du décor, de la scène. C'est vraiment le point de vue le plus cinématographique qu'on puisse trouver, parce que vu qu'on n'a pas d'accès à la psyché, aux émotions et aux pensées des personnages, on va devoir prêter un soin particulier à leur gestuelle, à ce qu'ils font, dans quel décor. Donc on va vraiment donner du contexte. On va pas pouvoir passer et balayer rapidement certains éléments. Et donc la caméra de cette focalisation va choisir soigneusement des éléments qui peuvent bien sûr provoquer de l'émotion. Et je vais y revenir juste après. Mais c'est vrai que sur le papier, c'est une approche qui est brute, quasi documentaire et qui est vraiment fixée sur l'essentiel. Il n'y a pas de fioritures, on ne va pas psychologiser le roman comme on le fait avec le point de vue d'après qu'on va voir dans quelques minutes. Et c'est donc une focalisation qui est, je l'ai mis en italique, presque objective, parce que l'auteur et son narrateur ont bien sûr toujours le pouvoir d'omission, c'est-à-dire que cette focalisation va montrer la vérité et rien que la vérité. C'est une narration qui n'est pas censée mentir, mais par contre, elle peut cacher. Le pouvoir d'omission, c'est vraiment cette capacité à ne pas dire certaines choses pour, pourquoi pas, créer un petit peu de confusion volontaire. Donc elle montre la vérité et rien que la vérité, mais pas forcément toute la vérité. Et c'est cette nuance-là qui va vous permettre, avec subtilité, même avec un point de vue qui a l'air comme ça un petit peu aride en apparence, de faire des choses assez sympathiques au niveau de la manipulation du lecteur. Ce point de vue externe, il est utile dans tous les genres littéraires. Vous pouvez le retrouver dans tout un tas de romans différents qui vont du polar à la SF, les fictions de l'imaginaire de façon générale, même si ce n'est pas le plus courant, mais principalement bien sûr dans toute la littérature générale, notamment réaliste, puisque le rendu lui-même est réaliste et très honnête. Donc ça va de pair avec les thèmes qu'on a envie d'aborder dans les romans en question, donc notamment les romans sociaux, sociétaux, qui apprécie bien ce type de point de vue, ça fonctionne bien avec, mais ce n'est pas une obligation, évidemment. Vous allez vous retrouver avec une atmosphère qui est plus froide, qui peut même devenir tendue du point de vue du lecteur, parce que il n'a pas accès à la psychologie des personnages en dehors de ce que lui révèlent les scènes de dialogue. Et cette absence d'accès à la psyché va très loin dans la tête du lecteur, puisqu'il reste tout du long dans un état d'incertitude. Tant que le point de vue externe est employé, il ne sait pas
comment expliquer, comment justifier les actions qu'il constate dans sa lecture, les actions des personnages qui sont juste documentées pratiquement, elles sont expliquées dans le sens où on comprend ce qui se passe, on voit telle personne faire tel geste, prononcer telle parole, mais en aucun cas il n'y a d'explication et encore moins de justification. C'est-à-dire que il va falloir qu'il fasse un effort intellectuel supplémentaire pour les imaginer, quitte à se tromper d'ailleurs. Et c'est une position qui devient inconfortable pour lui parce que vu que le réalisme est très présent, il peut devenir brutal. Et le lecteur est confronté à lui-même. C'est-à-dire que si il interprète une scène dans laquelle il y a une action avec ses propres points de vue et préjugés, et que le roman lui donne tort à la fin parce que la résolution montre qu'il s'est trompé, d'une certaine manière, il va se dire que ça en dit beaucoup sur lui-même. Quand je dis beaucoup sur lui-même, c'est surtout sur les préjugés. C'est-à-dire que si une scène, on l'interprète avec un angle involontairement qui peut être raciste, qui peut être discriminant ou autre, on va se retrouver seul face à soi-même à l'autre bout du récit quand on va se rendre compte que ce n'était pas du tout ce que voulait dire l'auteur et qu'on est parti soi-même dans une impasse, se mettre tout seul. Et ça, c'est un peu gênant, on peut ne pas bien le vivre en tant que lecteur. Et c'est ça qui est intéressant à exploiter en tant qu'auteur avec ce point de vue externe. Donc il nous permet de créer une ambiance qui est particulière, qui peut même être très mystérieuse si on l'emploie bien. Et avec cette focalisation, vous l'aurez compris, le lecteur en sait moins que les personnages. Donc c'est l'opposé complet de ce qu'on a vu avec le point de vue omniscient, où là, on était en position de supériorité par rapport à ce que vivaient et pensaient les personnages. Là, on est en infériorité totale et on doit se dépatouiller avec les éléments visuels, potentiellement sonores et les dialogues que le narrateur nous transmet. Donc beaucoup plus inconfortable, mais sans doute par rapport au point de vue omniscient, beaucoup plus subtil comme exercice de style à part entière. Les auteurs débutants, logiquement, ont pas mal de difficultés à utiliser ce point de vue, je ne vous le cache pas, parce que c'est une contrainte qui est difficile à tenir sur la durée. Faire un roman complet en point de vue externe, en ne cédant jamais aux sirènes de la psychologie, ce n'est pas facile. On a envie, en tant qu'auteur, par moment, de se justifier, d'expliquer pourquoi un tel a fait ça, pourquoi il pense ça. Et il faut se contrôler en permanence, il faut rester très rigoureux. Même si on ne l'emploie que sur 1 ou 2 chapitres, si vous le testez, vous verrez que ce n'est pas facile. Et ça dissuade pas mal de débutants dans cette utilisation. Ils se disent, je ne vais pas y arriver, ça va être trop compliqué. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il y a peu de romans 100% narration externe. Il y en existe quand même plusieurs, hein, il n'y en a pas qu'un, évidemment, mais c'est quand même un mode narratif qui est peu employé de A à Z dans le même roman, parce que l'auteur se retrouve confronté à des impasses par moment. Il sait que sans passer à autre chose, il va être en difficulté pour exprimer ce qu'il veut exprimer. Ceci étant, j'en cite un que beaucoup de gens connaissent et que vous avez certainement lu, en tout cas que des personnes parmi vous ont lu, qu'on étudie. Alors je ne sais pas si ça s'étudie encore aujourd'hui au collège ou au lycée. Moi je sais que je l'ai lu la première fois adolescente. Il s'agit donc des Souris et des Hommes de Steinbeck, qui a une particularité qui est que il est monté comme une pièce de théâtre, en point de vue 100% externe du début à la fin, dans un réalisme total. Et il est pour moi la preuve absolue qu'un récit en 100% externe peut faire pleurer des fontaines. Mais vraiment, j'étais une fontaine. La première fois que je l'ai lu, je ne veux pas spoiler, donc je ne peux pas aller sur le pourquoi du comment dans le récit. Si vous l'avez lu, ça m'intéresserait de savoir si vous avez réagi comme moi. Ma première lecture, je devais avoir 13 ans de mémoire et j'ai pleuré, mais à n'en plus pouvoir, c'était terrible. Parce que justement, la sécheresse du roman tout du long, avec cette fin que je ne vais pas révéler, qui était mais déchirante, l'opposition entre les deux, justement parce qu'on avait zéro accès à toute forme de psychologie pendant le roman et qu'on est confronté à cette dernière scène, ça fait partie des romans sur lesquels j'ai le plus pleuré. Je ne l'ai pas lu depuis un paquet d'années, donc il faudrait qu'aujourd'hui, je vois si je réagis toujours de la même manière, mais je pense que parmi vous, il y aura des personnes pour confirmer qu'elles ont vécu les choses comme moi. Donc pour moi, Des Souris et des Hommes, c'est l'exercice de style, c'est un magnifique ouvrage de Steinbeck, il faut l'avoir lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et c'est la preuve que point de vue externe et émotion ne sont absolument pas incompatibles, mais c'est là que le talent de l'auteur, évidemment, rentre en ligne de compte.
C'est aussi pour votre information, si vous voulez un petit peu creuser le sujet et que ce point de vue, que peut-être vous ne le connaissez pas bien, vous avez envie d'en savoir plus, sachez qu'il a eu ses heures de gloire chez les auteurs américains de romans noirs, pas que, mais en particulier, dans la première moitié du XXe siècle. Ces auteurs-là appréciaient à ce moment-là, c'était sans doute le contrepoint de ce qui s'était fait au siècle précédent et la continuité de ce qu'avaient fait les auteurs réalistes français à la fin du XIXe, la volonté de rentrer de plus en plus dans des romans assez secs, assez noirs, sans compromis psychologique, sans expliquer quoi que ce soit. Je pense que c'était aussi le reflet d'une période avec la Grande Dépression, tout un tas d'événements, il y a eu la Première Guerre mondiale, toutes les crises qui s'étaient succédées, et ça se retrouvait en littérature. On le retrouve en dehors même du roman noir chez des auteurs comme... je pense à Hemingway, alors pas forcément dans du 100% dans tout un roman, mais régulièrement utilisé. Et dans le roman noir, par contre, c'est Dashiell Hammett, qui est un peu l'archétype de ce courant littéraire, où lui, ses romans noirs étaient noirs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire zéro explication, zéro justification, à charge au lecteur de se débrouiller avec les événements qu'il lui présentait. Il n'y avait pas du tout de psychologie dans la plupart de ses romans, et il est souvent cité donc comme exemple de maîtrise aussi de ce type de point de vue externe pour le roman noir. Petite remarque, bien comprendre par rapport à tout ce que je viens de vous dire que ce point de vue est souvent associé à plus de scènes dialoguées qu'en moyenne dans les autres romans, parce qu'évidemment, c'est la seule porte d'entrée vers un début de commencement de psychologie des personnages. On n'a que leurs paroles pour savoir un petit peu qui ils sont et comment ils fonctionnent. Donc évidemment, l'auteur, pour compenser l'absence totale de point de vue vers la psyché, va passer par plus de scènes dialoguées. Donc c'est logique, et c'est quelque chose que vous pouvez utiliser vous aussi si vous décidez de tester le point de vue externe. Ceci nous mène au troisième point de vue de la classification de Genette, qui est le point de vue interne, et qui en fait comporte deux variantes. Je le précise tout de suite parce qu'on va avoir deux catégories à l'intérieur de cette catégorie, et il faut l'avoir en tête dès le début parce qu'il y a beaucoup de confusion chez à la fois les lecteurs et les auteurs entre l'une de ces deux variantes et le point de vue externe, puisque les deux déclinaisons en question sont la première et la troisième personne. Et généralement, les gens confondent le point de vue interne troisième personne avec le point de vue externe, alors que ça n'a rien à voir, mais alors absolument rien. Et beaucoup d'auteurs débutants ont tendance à croire, quand je discute avec eux, à me dire « Ah mais moi j'écris en point de vue externe » et je regarde le roman, je dis « Non, ce n'est pas possible, là directement on sait que machin pense telle chose. » Ce n'est pas du point de vue externe du tout, c'est du point de vue interne, troisième personne. C'est juste un aspect stylistique. C'est une autre manière d'utiliser la plume, mais au service d'un point de vue narratif qui est toujours le même, qui est interne. Donc les auteurs débutants se trompent souvent de catégorie, et vous, il est important que d'emblée, vous fassiez bien le distinguo entre les deux. Sachez qu'il existe techniquement une troisième variante pour ce point de vue interne, qui est à la deuxième personne. Je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui parce que c'est extrêmement minoritaire et particulier. C'est le point de vue qu'on retrouve principalement dans les livres dont vous êtes le héros. Je l'ai moi-même utilisé pour Trans, qui est un thriller interactif où je m'adresse au lecteur, mais c'est quand même très limité à ce genre littéraire, et dans 99% des cas, vous ne l'utiliserez jamais parce que vous n'êtes pas du tout dans cette catégorie littéraire. Ça ne va pas vous servir. Donc si ça intéresse des gens par la suite, pareil, vous me le direz, pourquoi pas faire un épisode dédié, mais là honnêtement, ça n'a pas d'intérêt. Je veux juste que vous sachiez qu'il existe. Comme ça, si quelqu'un vient me voir en me disant « Oui, mais en fait, il y a 3 points de vue. Hein » Oui, il y a 3 points de vue en un, dans le cas du point de vue interne, mais celui-ci, on le laisse de côté. Et moi, pour plus facilement faire référence au point de vue interne, première personne ou troisième personne, je vais parler de point de vue interne direct ou indirect. Ce n'est pas une typologie officielle, on ne la retrouve pas nécessairement de mémoire dans le travail de Genette, mais c'est pour que là, dans le cadre de cette vidéo, on se comprenne mieux, que ce soit plus simple pour moi, plutôt que de devoir dire à chaque fois point de vue interne à la première personne. C'est un peu long, donc interne direct ou interne indirect, vous saurez à quoi je fais référence. Ici, on a une caméra qui est littéralement embarquée sur le personnage. Elle vit l'action à travers ses yeux. Alors, pour faire la petite distinction entre l'interne direct et l'indirect, on va considérer que l'interne est en caméra frontale, donc directement au niveau des yeux, et légèrement décalé en indirect, on va dire l'épaule. C'est vraiment encore une fois une métaphore cinématographique pour vous donner une idée. Ça ne veut pas dire que l'action pour de vrai est vécue du point de vue de l'épaule, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est juste pour vous montrer qu'il y a
un tout petit écart de perception entre les deux, mais qui va se retrouver au stade du développement stylistique, quand on va choisir quelle plume, comment, quel mot, quelle phrase rédiger pour rendre tel ou tel effet. On est vraiment au niveau de l'exécution finale, au niveau du point de vue lui-même, ça ne change rien. Retenez simplement que dans les deux cas, interne direct et interne indirect, les principes généraux de la narration restent identiques. Les deux variantes fonctionnent de la même façon. Donc ici, le lecteur découvre le récit par les yeux du personnage concerné et donc forcément à travers sa subjectivité, totalement opposée à la narration externe, au point de vue externe qu'on vient juste de voir, où la caméra nous donnait les faits, rien que les faits, et éventuellement quelques interprétations. Ici, c'est tout le contraire. Tout ce qui vous est transmis est potentiellement sujet à caution. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais c'est une possibilité. Donc ici, le lecteur ne sait que ce que le personnage concerné est en capacité de lui transmettre. Qu'on parle du plan physique, intellectuel, émotionnel, etc., ce personnage est limité par nature, il ne peut pas tout révéler, et donc on est lié à son destin. On est lié à sa capacité à lui de transmission. Vu qu'il est humain, par nature, il est imparfait et limité, ce qui est logique. Ce qui veut dire que ce personnage, bien évidemment, peut se tromper, il peut mentir, il peut oublier des choses, il peut cacher des informations volontairement, être de mauvaise foi, avoir des obsessions, des tocs, Alzheimer, tout ce que vous voulez. Vu que tout est vécu en subjectivité à travers lui, on doit retrouver ça dans la narration. C'est très important de l'avoir en tête. Évidemment, vous pouvez, encore une fois, je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, avoir un personnage qui est totalement honnête, transparent, qui fait tout bien, qui est un enfant de cœur, même si j'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas. Dans ce cas-là, la narration peut justifier quelque chose de plus limpide et plat, mais la plupart des humains, nous avons tous nos petites névroses personnelles à des degrés divers, et ça, quand on va le faire vivre au lecteur à travers un personnage de ce type, il est important que ça ressorte. Donc cette narration, elle n'est pas limitée du point de vue psychologique comme l'était le point de vue externe, mais par contre elle est limitée par les capacités du personnage concerné. Ce qui veut dire que, là je mets exemple de la scène du bruit dans la pièce d'à côté, pour vous proposer une toute petite scénette vraiment bête qui est que vous avez quelqu'un dans le salon qui entend dans sa chambre à côté un bruit un peu violent qui se produit. À partir du moment où il ne se déplace pas, qu'il ne franchit pas la porte pour aller du salon à la chambre, s'il reste statique sur son canapé, il est mécaniquement dans l'impossibilité de savoir quelle est la source et la cause du bruit en question. Il peut bien sûr faire des suppositions, parce que ce bruit, en faisant appel à ses connaissances générales, lui évoque un truc qu'il a déjà entendu. Mais en aucun cas, il ne peut affirmer avec précision que c'est un livre qui vient tomber de l'étagère au-dessus de son lit parce que le chat l'a poussé. Ça voudrait dire qu'il voit à travers le mur. Donc là, on est dans la situation inverse qu'on avait tout à l'heure avec le point de vue externe. Ce n'est plus un problème de caméra qui ne donne aucune indication interne, c'est que simplement le personnage est limité par ses circonstances personnelles. Il est assis sur son canapé dans le salon, il peut vous détailler tout ce qu'il y a sur le mur d'en face, ce n'est pas un problème. Par contre, il n'a pas ni les yeux derrière la tête, ni la vision à travers les murs. Donc la narration va devoir en tenir compte. Contourner le problème, faire des suppositions, encore une fois utiliser des verbes de probabilité, donc manipuler les choses avec précaution pour être sûr qu'on ne se retrouve pas avec une remarque du lecteur qui va être « bah oui, mais comment est-ce qu'il le sait ?» Et en fait, il ne le sait pas. Donc c'est un problème si vous ne faites pas attention à ça. La narration doit aussi refléter les incompréhensions et les incertitudes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire de la psychologie de comptoir à chaque ligne, dans tous les paragraphes, tout le temps, mais c'est important de mettre de la nuance régulièrement pour qu'on se souvienne bien qu'on est en train de vivre le récit du point de vue de bidule qui a tel et tel problème et donc potentiellement telle ou telle réaction naturelle devant telle ou telle situation. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces incompréhensions, ces incertitudes, elles doivent être matérialisées quelque part. On ne peut pas les balayer d'un revers de main en se disant qu'on s'en fiche. C'est de la subjectivité. Donc encore une fois, le personnage est au cœur de vos réflexions. Ça oblige l'auteur à avoir une écriture plus inventive pour contourner les contraintes de la subjectivité. Mais ça lui permet aussi quelque chose que moi je trouve assez passionnant, là en tant qu'auteur, c'est la manipulation du lecteur. On va rester intellectuellement honnête malgré tout, puisque c'est au lecteur de se débrouiller avec l'idée qu'en narration interne, il peut tomber sur des mensonges ou des choses pas tout à fait claires, que la narration ne soit pas fiable, je reviens à ce que je vous ai dit au début. Donc le lecteur est censé être averti, mais généralement il oublie,
même s'il a toutes les preuves sous le nez pendant sa lecture, et donc ça va vous permettre, vous, de faire un peu marionnettiste et de vous amuser avec ses réactions spontanées. Donc de le manipuler, mais loyalement. À charge à lui d'être plus malin et de faire attention. Ceci est d'autant plus vrai quand vous êtes en narration interne directe, à la première personne, parce qu'alors là, le personnage, on n'a même plus ce petit effet de décalage de perception vers l'épaule, comme je disais, on est vraiment en caméra embarquée frontale, et donc le lecteur a tendance à filer tout droit sans se poser de questions, alors qu'il est en train de se faire totalement embarquer par le personnage concerné. C'est possible aussi en narration indirecte, hein, mais en direct, c'est particulièrement efficace quand c'est bien amené. L'auteur, grâce à son narrateur, va donc pouvoir jouer avec les omissions, les mensonges, les erreurs des personnages pour créer ce que j'appelle un labyrinthe mental dans la tête du lecteur. Évidemment, c'est d'autant plus intéressant qu'on est dans un genre littéraire qui s'y prête. Le polar, le mystère enquête, le thriller, tout un tas de variantes autour de cette catégorie-là. Mais c'est possible aussi, pourquoi pas, en littérature générale ou dans d'autres fictions de l'imaginaire. Encore faut-il qu'il y ait un intérêt à le faire. Si vous embrouillez votre lecteur juste pour l'embrouiller, alors qu'il n'y a objectivement pas de raison de le faire parce que l'histoire ne se prête pas à un tel récit, réfléchissez avant de le faire. Par contre, évidemment, dans un roman où le lecteur est censé arriver à une conclusion au bout du bout, et revoir sa lecture en se disant « mais oui, je suis trop bête, j'avais tous les indices sous le nez et je n'ai rien vu », là, c'est particulièrement jouissif d'arriver à bien amener ce type de récit jusqu'à son terme. Donc en résumé, dans ce cas précis, c'est au lecteur de savoir se méfier et faire la part des choses. Et encore une fois, ce n'est pas toujours facile et on a beau être soi-même auteur et essayer de manipuler ses lecteurs, quand on est en position de lecteur soi-même, à moins d'avoir un radar sur le devant de la tête et de tout surveiller, on a tendance à se faire piéger comme tout le monde. Et c'est pour ça qu'on aime ce genre de littérature. D'ailleurs, lire un polar dans lequel on n'est pas en train en permanence de savoir si c'est du lard ou du cochon, ça manque vite d'intérêt et c'est que potentiellement l'auteur a loupé son coup. Donc c'est très bien de se faire mener par le bout du nez, ça fait partie de l'exercice du lecteur aussi. Le point de vue interne a un avantage particulier qui est évidemment qu'avec ce point de vue, on va pouvoir se rapprocher en tant que lecteur du système émotionnel des personnages. Donc beaucoup plus facilement les aimer, les détester, ça n'a que peu d'importance, mais simplement s'identifier à eux ou ne pas les supporter, donc vouloir prendre le contre-pied de ce qu'ils font. Et en tout cas, ils ne laissent pas indifférents parce qu'on est connecté à eux. On est dans leur système de pensée, leur système interne émotionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement présent dans le point de vue interne. Vous l'avez compris, on ne le trouve pas du tout en point de vue externe. Et en omniscient, vu qu'on tourne un peu sur la tête de tout le monde, on est à la fois chez tout le monde mais personne en réalité. Donc c'est moins facile de creuser sur la durée un attachement spécifique à un personnage en particulier. Là où le point de vue interne, on est vraiment avec lui et rien qu'avec lui pendant le temps où ce point de vue-là est utilisé. Donc on va nouer une relation privilégiée beaucoup plus facilement. On va aussi pouvoir, et moi c'est ce qui je pense me plaît le plus avec ce point de vue narratif, c'est travailler sur le niveau de langage de la narration. C'est-à-dire que si vous êtes dans un chapitre sur un point de vue narratif embarqué par un personnage hyper grossier, votre narration va refléter le fait qu'il est hyper grossier. Là où en omniscient et en point de vue externe, en général ce n'est pas toujours le cas mais c'est quand même le plus fréquent, la narration va par défaut refléter le genre littéraire concerné, c'est-à-dire plume du 19e siècle si ça se déroule au 19e siècle et plume de tous les jours si le roman est de maintenant, assez réaliste et pas avec un objectif belle plume littéraire à l'ancienne. On va se caler sur le genre du livre en question. Avec le point de vue narratif interne, là on va pouvoir changer de plume dans chaque chapitre, par exemple, si on a un narrateur qui change à chaque chapitre, donc vraiment mettre un curseur très très fin sur le registre linguistique, parce que là c'est totalement cohérent, on est dans la tête du personnage, y compris à la troisième personne, je le reprécise, même en indirect. Vous allez pouvoir jongler et vous retrouver avec un chapitre 1 très familier, un chapitre 2 très châtié, un chapitre 3 langage d'entreprise, etc., etc. Et ça, c'est assez jouissif pour l'auteur aussi, de pouvoir mettre des curseurs différents un petit peu partout dans son livre, quand il y a un point de vue multiple, évidemment. Si c'est le même narrateur tout au long du récit, on va se caler sur qui il est, sa manière de s'exprimer, et vous en aurez un aperçu qui, je pense, sera intéressant pour vous dans l'épisode 38, quand je vais m'appuyer sur des textes réels.
En résumé, pour le point de vue interne, retenez que selon qu'elle est fiable ou incertaine, le lecteur en sait autant ou moins que les personnages. Ça va dépendre, voilà, quelle est la proportion en fait de fiabilité à l'intérieur de cette narration. Généralement, en moyenne, si on prend la plupart des romans, on est à 50-50, c'est-à-dire le lecteur en sait autant que les personnages, en moyenne générale. Mais il y a des cas où on se rend compte à la fin qu'en fait, il savait rien du tout, parce que l'auteur a fait en sorte que sa narration promène le lecteur tout au long du livre. Et on a quelques exemples comme ça assez connus, dont un dont je vous reparlerai également dans l'épisode 38. Sur le plan personnel, moi c'est une focalisation que j'aime beaucoup, qui permet beaucoup de choses, y compris, parce que j'ai oublié d'en parler avant, de mettre de la pensée directe, donc en italique, au sein de la narration pour de temps en temps entrer, mais complètement, dans le cerveau du personnage, mot pour mot avec exactitude. C'est-à-dire que là, pendant une ligne, on sait à l'instant T ce qu'il pense avec exactement ses termes à lui. Faut pas en mettre de partout, ça peut vite être fatigant, mais de temps en temps, c'est très bien. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on va retrouver en point de vue interne, parce que ça s'y prête. On pourrait l'avoir en omniscient, c'est une possibilité, pourquoi pas. En externe, pas du tout, vous l'avez compris. Mais en interne, c'est le terrain de prédilection pour ce genre de choses. Et j'en arrive donc à mon tableau récap qui sera le dernier point que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo pour bien recaler tout ça et que tout soit clair pour vous. Avec pour commencer une colonne pour le point de vue narratif dans laquelle j'ai classé omniscient, externe, interne direct et interne indirect, et en mettant en face le narrateur correspondant qui normalement, si vous avez tout bien suivi, ne doit pas être une surprise pour vous. Donc omniscient avec un narrateur anonyme, externe avec, c'est le plus fréquent, un narrateur anonyme et de temps en temps, ça peut arriver, un narrateur personnage, hein, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. En interne direct, on est en narrateur personnage et en interne indirect, on est en narrateur anonyme. Et on vit avec le petit décalage sur l'épaule l'action du point de vue toujours du personnage, mais simplement, ce n'est pas je, c'est il qui s'exprime. C'est ce qu'on retrouve dans les personnes ici. Omniscient troisième, externe troisième, interne direct première et interne indirect troisième. D'où la confusion que font souvent les jeunes auteurs qui débutent entre externe et interne indirect, tout simplement parce qu'ils confondent la personne du récit avec le narrateur du récit, ce qui n'est pas la même chose. Les caractéristiques principales que j'ai résumées ici pour l'omniscient: la narration voit et sait tout, que ce soit le monde, les personnages, les pensées, les émotions, le passé, le présent, l'avenir, vous l'avez compris, elle est absolument omnisciente, elle porte bien son nom, elle peut tout décrire et donc ça va être important de faire attention avec. Le point de vue externe, lui, est objectif, avec simplement, je vous le rappelle, la question de l'omission, mais globalement, il est objectif et il rapporte des faits, des paroles et de temps en temps se permet d'éventuelles suppositions. Mais n'en mettez pas partout, autrement ça perd tout son intérêt. C'est de temps en temps, avec précaution et les verbes qui sont adaptés. La narration, le point de vue narratif interne, lui, qu'il soit direct ou indirect, donne une narration qui est subjective, où tout est vécu à travers le personnage concerné, qu'on soit à la première ou à la troisième personne. Et ce personnage, évidemment, peut mentir, se tromper, oublier tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc c'est une narration totalement subjective dont le lecteur doit se méfier. Le rapport résumé justement du lecteur vis-à-vis des personnages, c'est que en omniscient, le lecteur en sait plus que les personnages, en externe, il en sait moins, et en interne, il en sait autant ou moins selon les degrés de fiabilité dont j'ai déjà amplement parlé. Ce qui nous donne comme avantages principaux, j'en ai choisi 2 à chaque fois, parce qu'on pourrait en mettre plus, mais pour que vous gardiez vraiment l'essentiel en tête, avantages et inconvénients correspondants. Pour l'omniscient, c'est bien évidemment la liberté totale, des connaissances illimitées, donc terrain de jeu ouvert, on peut faire ce qu'on veut. Donc on n'est pas bloqué, à tout moment on peut dégainer une arme secrète pour expliquer quelque chose au lecteur, ce n'est pas un problème. Mais attention, les inconvénients en face, c'est le risque de paresse dans l'écriture, les petites pirouettes bien commodes qui permettent de se sortir d'une situation narrative où on s'est mis tout seul, on ne sait plus comment s'en défaire, et hop, le point de vue omniscient va régler la question. Donc ça, attention, danger, à ne pas faire. Il faut être très dans le dosage tout au long du livre, quand on l'utilise partout. Et évidemment, du point de vue du lecteur, ça peut donner une impression de narration un peu désincarnée, parce que, comme je vous le disais, on est à la fois partout, mais nulle part, puisque la narration peut se balader, et donc il manque ce petit côté qui me parle. Réellement, ça peut être frustrant pour le lecteur, donc à manipuler avec précaution. En externe, on a
Comme je vous le disais tout à l'heure, la narration la plus cinéma de toutes, celle sur laquelle on va pouvoir faire vraiment un très très beau travail visuel sur le décor, les petits détails, les odeurs, les couleurs, toute la toile de fond façon peinture également. Et on va pouvoir aussi dégager une ambiance qui est mystérieuse, volontairement plus froide, plus brutale, faire des choses vraiment très picturales. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de beaux décors avec les autres points de vue, hein, évidemment, mais en externe, c'est le point de vue narratif par excellence qui permet de faire quelque chose de cinématographique. Mais attention en face, à manipuler encore une fois intelligemment, parce que vous avez le risque que votre lecteur ne s'attache pas au personnage. Gardez en tête l'exemple dont je parlais pour les souris et les hommes. Oui, c'est quand même un tour de force d'arriver à créer autant d'émotions. Donc il faut l'avoir en tête quand on écrit, se dire ok, qu'est-ce que dans la froideur je peux arriver quand même à provoquer chez le lecteur, sur quel détail je dois mettre l'accent pour qu'il y ait quelque chose chez lui qui se crée. Et il n'y a pas d'intériorité, on ne sait rien du tout des personnages, donc il y a des situations où on a du mal potentiellement en tant que lecteur à comprendre ce qui se passe. Il va falloir combler les trous soi-même et se débrouiller. Donc attention de donner suffisamment d'informations, d'aller assez loin dans les explications et la description quand même, pour que le lecteur ne soit pas totalement... qu'il finisse par s'en fiche en fait en se disant j'y comprends rien, je sais pas pourquoi tel personnage fait ça, bah tant pis. Voilà, et je vais pas continuer ma lecture. Donc à doser toujours avec finesse. Et enfin, pour l'interne, c'est le point de vue donc de la manipulation par excellence du lecteur, où on peut faire joujou avec lui à des degrés divers, tout dépendant du genre littéraire. Encore une fois, ce n'est pas non plus une obligation. Et c'est le point de vue dans lequel, généralement, le lecteur va le plus s'identifier et s'attacher aux personnages qui lui sont proposés, parce qu'il vit avec eux dans leur tête, dans leur cœur, dans leur tripes, en fonction du type de roman. Et mécaniquement, il va retrouver ou une partie de lui dans l'un d'entre eux, ou au contraire les détester parce qu'ils sont horribles, mais se dire c'est exactement qui je ne veux pas être. En tout cas, il va y avoir une réaction obligatoire si vous avez bien fait le travail. Mais attention, les inconvénients en face, c'est le risque de psychologiser le récit, de se sentir obligé en permanence d'expliquer et de justifier pourquoi un tel fait telle chose, alors que ce n'est pas une obligation et qu'on pourrait s'en passer à tel endroit, mais parce qu'on a ce point de vue sous la main et qu'on se dit je vais l'exploiter. Donc oui, mais toujours pareil, avec mesure et justesse. Et puis évidemment, il y a un manque d'objectivité qui est logique et qui est exactement ce qu'on cherche avec ce type de point de vue narratif. Donc il est revendiqué, mais il peut aussi fatiguer. Donc vous le verrez notamment quand on verra les points de vue multiples dans la vidéo suivante. Pour éviter peut-être un effet de lassitude au bout d'un moment, ça va être intéressant de multiplier les points de vue narratifs pour avoir plusieurs perspectives qui se succèdent. Mais ça, je vais vous en reparler. Et je termine la présentation de ce tableau avec une petite note que je vous ai mise en bas à titre de rappel ou de complément d'information. Lorsque le narrateur est anonyme, donc vous verrez plutôt ça dans des romans plus anciens, ça se fait moins de nos jours, mais ça se trouve peut-être encore, il faudrait le vérifier. C'est ce qu'on appelle des intrusions d'auteur, c'est-à-dire que l'auteur de temps en temps, parce que son narrateur est anonyme, n'est pas un personnage, se permet de s'adresser directement au lecteur, donc de faire une intrusion littéralement pendant 1 ou 2 lignes, dans laquelle il passe une info sans narrateur au milieu, il n'y a plus de couche de séparation, pendant un tout petit instant, il parle au lecteur et il ressort. C'est un peu comme quelqu'un qui ouvrirait la porte pour passer la tête, vous dire un truc et s'en aller. L'intrusion d'auteur, c'est ça. Voir si ça vous intéresse pour commencer, si c'est quelque chose que vous voulez utiliser. Et puis je vous ai remis donc, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, que le narrateur anonyme est a priori fiable, là où le narrateur personnage est potentiellement non fiable, plus ou moins, et ce n'est pas une obligation. Mais ça, c'est pour que vous puissiez toujours ajuster vos curseurs correctement. Voilà, donc j'ai fait le tour de l'essentiel pour cet épisode qui, à mon avis, va quand même dépasser les 45-50 minutes que j'avais prévues parce qu'on ne se refait pas. Et on verra donc la suite dans l'épisode 38 avec des mises en pratique, des textes qui vont être beaucoup plus disséqués pour que vous puissiez repérer les choses qu'on vient de voir là aujourd'hui avec la théorie. Donc j'espère que cet épisode 37 vous a donné envie d'en savoir plus dans le prochain, dans une dizaine de jours à peu près. D'ici là, je vous laisse reprendre tout ça à tête reposée. Passez de bonnes séances d'écriture. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.